Monsieur le Président. Jean-Louis Bidet, charpentier. Merci d'être là et surtout d'avoir tant œuvré. Comment allez-vous? Monsieur le Président, très bien. Vous allez bien? Très heureux, très honoré. Heureux de vous retrouver. Très ému de pouvoir vous accueillir ici. Madame. Rémi Froment, l'architecte en chef des monuments historiques, qui a été en charge de cette charpente et qui en plus a une histoire personnelle avec cette charpente dont il va nous dire quelques mots. Vous aviez travaillé avant dessus? Exactement, je suis très ému aujourd'hui parce que je retrouve les sensations dans cette charpente que j'avais eues il y a 10 ans, quand j'avais fait les relevés avec Cédric Tranceau de l'ensemble des charpentes médiévales de la cathédrale. C'était un travail de recherche? Un travail qu'on avait fait dans le cadre de l'école de Chaillot, qui est une école de spécialisation qu'on fait après le diplôme d'architecte. Ça dure 2 ans, c'est une formation qui est assez complète. Et on avait proposé de faire les relevés de ces charpentes dans le cadre de l'école de Chaillot, parce que à cette époque, n'existait pas de relevé exhaustif complet des charpentes de la cathédrale. Donc vous aviez les plans? Et donc on a dessiné à la main l'ensemble des charpentes gothiques de la cathédrale. Et c'est grâce à ce document qu'on a pu restituer les charpentes à l'identique. Un clin d'œil de la Providence, quelques années avant l'incendie. Et donc vous avez des cahiers entiers? Donc alors c'est pas tant que ça, c'est des feuillets format A3, c'est grand comme ça à peu près, il y a une trentaine de pages, quarantaine de pages, et c'est ça qui décrit, ça suffit en fait à décrire toutes ces charpentes qu'on a dessinées pendant 1 an à peu près, c'est 1 an de travail, une journée par semaine. Alors, des jours comme aujourd'hui, il fait très froid, des jours l'été où il fait très chaud, et comme ça, Et c'est une forêt véritable, là. C'est une véritable forêt, exactement. Et là, on sent à la fois le bois, la nature. Hein, on a besoin de la forêt pour obtenir ces bois. On discutait tout à l'heure avec Jean-Louis, c'est qu'au départ, tout part d'un simple gland, d'une petite graine. Ça donne un chêne immense qui permet d'obtenir ces charpentes. Et si on n'a pas le savoir-faire des forestiers, il faut, pour la flèche par exemple, il faut 13 générations de forestiers pour obtenir les bois dont on a besoin pour Notre-Dame de Paris. Si on n'a pas le savoir-faire des forestiers, des charpentiers, des taillandiers, on ne peut pas restaurer cette charpente. Voilà. Donc la connaissance que les architectes en ont, par les relevés, est complémentaire de tous ces savoir-faire. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a une charpente qui est... on estime, nous, qu'elle est authentique, puisque c'est la charpente du XIIIe siècle, reconstruite avec les mêmes méthodes, avec les mêmes outils, et Jean-Louis va vous en parler, et on a exactement les mêmes formes, les mêmes techniques. Et on a combien de pièces de bois? On a à peu près 2000 pièces de bois à peu près dans la charpente, à peu près 1000 chênes, à peu près 2000 pièces de bois. Voilà. Il a fallu choisir les chênes un par un pour ces grandes pièces de bois qui sont d'un seul tenant. Ils viennent de la France entière. Ils viennent de la France entière. On a eu beaucoup de donateurs qui nous ont donné des chênes. C'est une signature, ça? Alors, ce sont des marques d'établissement des pièces de charpente. On appelle ça la plumette des vers. Dans le lexique des charpentiers, il y a des noms en nombre, le franc, le contre-marque, qui permettent d'identifier chaque pièce. Aucune n'est interchangeable avec une autre. Donc chaque pièce est unique. Chaque pièce est faite dans un arbre. Un arbre produit une seule pièce dans sa section. Vous avez le cœur de l'arbre que vous retrouvez dans le cœur de la pièce de charpente. Vous avez une marque ici sous les yeux, c'est un établissement. Vous avez d'autres marques qui sont gravées et qui resteront pendant toute la vie de la charpente, en fait. Donc, et alors vous avez travaillé de quand à quand? De l'automne, il y a 2 ans, à récolter les arbres, à l'issue des plans et de toutes les études qui ont pu être menées. Les études qui permettent, à travers l'intervention des bureaux d'études, de confirmer la tenue de l'ouvrage, qui a vécu plus de 800 ans, mais telle qu'elle a été reconstruite en bois vert aujourd'hui, telle qu'elle sera plus tard au fil de son séchage, comment est-ce qu'elle va se comporter, tout fonctionne bien. Quelques petits ajustements très discrets qui ont été faits, mais sur les assemblages en bois. Cette charpente est assemblée essentiellement avec des assemblages bois sur bois et fixée avec des chevilles. Et notamment, vous avez une cheville comme ça. Il y en a 3000 dans la charpente. Comme celle qui sort derrière vous, ici. Ces 3000 chevilles, en fait, elles sont faites à la main par... en l'occurrence, c'est un charpentier qui a passé 4 mois avec des pièces de chêne qui est le même chêne que la charpente que vous avez sous les yeux, une à une, pour avoir un diamètre et correspondance pour assembler. Ici, c'est un tournant dans une mortaise, vous avez la même chose. Avant tout ça, en fait, ces arbres, la charpente commence le gland bien avant, mais l'arbre récolté il y a 2 ans, un peu plus de 1000 arbres, en fait, 1300 arbres. Et chaque arbre a été transformé en pièce de charpente avec cet outil qui a parcouru les siècles, qui est donc la hache. Que vous connaissez. Nous étions allés il y a quelques temps, Jean-Louis Georgelin lui offrait une hache qui nous avait conduit vers vous avec ce même outil. Aussi. Vous l'avez aussi. Donc en fait, alors, ce étui protège parce qu'un charpentier protège son outil. Donc
la hache, c'est un étui en cuir, et qui a permis en fait d'avoir les traces que vous voyez sur les pièces de bois, qui ont ces traces en fait produites par l'outil, mais d'abord un savoir-faire qui a parcouru le temps et qui a été transmis, conservé et de nouveau redéveloppé quelque part, parce que Notre-Dame a rendu visible en fait le métier de charpentier qui est bien présent dans notre société. Sur le patrimoine encore plus aujourd'hui, en fait, rendre visible ce qu'il n'était pas forcément, et en nombre. Beaucoup de jeunes charpentiers se sont investis dans nos équipes, en Anjou, en Normandie, pour les charpentes médiévales. Et aujourd'hui, certains ont ce savoir-faire, vont l'entretenir, le faire perdurer. Alors, des chantiers suivront, espérons-le, pour en fait mettre en action tout ça. Et nous en avons besoin pour l'exercice de nos métiers, la transmission des savoir-faire. Et c'est un élément clé parce que s'investir dans un métier, charpentier notamment, c'est donner un sens à sa vie et qui nous conduit un jour peut-être, en l'occurrence, refaire les charpentes médiévales de la cathédrale. Il faut combien de temps pour former un bon charpentier, avoir le geste, savoir faire ça? Une vie en fait. Parce que le tout début, les prémices, on hésite, pas à pas, après on tâtonne un peu, on est accompagné, on se forme, on s'investit, on travaille, beaucoup de travail, on peut développer des facultés. Mais il faut beaucoup d'investissement personnel, le partager, écouter, et puis transmettre, parce que les générations suivantes auront aussi, donc 5 ans, 7 ans pour être à l'aise au départ, et puis après au fil des chantiers, des rencontres entre les architectes, des savoirs partagés. Le patrimoine est tellement divers et riche à travers les siècles. Notre-Dame ici a permis en fait cette charpente médiévale. Les relevés, en fait, on a reproduit les mêmes techniques. On a les mêmes pièces de bois dans l'aspect rendu, mais on a surtout la même exécution des travaux. C'est-à-dire tailler les assemblages avec des outils qui existaient à l'époque, quelques nouveaux aujourd'hui, mais l'aspect visible, en tout cas, c'est la même chose. En fait, c'est un savoir-faire et on dit quelquefois, Rémi, dans l'échange, elles sont humaines, ces charpentes. Parce qu'en fait, nos charpentiers, le dernier jeune charpentier qui a posé le bouquet au sommet de le 12 janvier, là-haut, il fait partie de ceux qui ont choisi les arbres en forêt il y a 2 ans. C'était un des très beaux moments du chantier que le bouquet des charpentiers. Il y a eu un bouquet du charpentier pour cette charpente du cœur, un autre pour la nef. Des images qu'on a vues. Ouais. Toute la cathédrale en fait porte la main de l'homme, c'est ça qui est très beau. Oui. Et on le voit notamment dans les traces d'outils. Et on a beaucoup tenu à conserver les carressages manuels pour qu'on voit aussi justement la trace de la main de l'homme. Densité humaine. Mais aussi pour des raisons, exactement, mais aussi pour des raisons techniques. En fait, la charpente au XIIIe, elle est produite dans un contexte très particulier. Et la meilleure garantie pour qu'elle sèche et qu'elle se comporte le mieux d'entre elles, c'est justement qu'on les caresse à la main. Donc c'est pour ça aussi que les charpentes portent la main la trace de l'outil. C'est pas juste parce que c'est magnifique, parce qu'aussi on voit la trace de travail des compagnons, mais aussi parce que techniquement c'est ce qu'il y a de mieux pour ces charpentes. Et c'est ça qui forme un tout qui est absolument indissociable. Et Jean-Louis disait tout à l'heure que voilà, il faut une vie pour se former. En fait, on apprend tous les jours au contact les uns les autres. Et la cathédrale, en fait, pour moi, c'est ça. C'est une cathédrale de savoir et de rencontres humaines. Sans ça, en fait, il n'y a pas de cathédrale. Et je trouve que moi, c'est ça qui m'émeut le plus, en fait, dans les chantiers comme celui-ci, et Notre-Dame en particulier, c'est qu'on a un élan qu'on a tous constaté sur ce chantier, que les compagnons... À chaque fois. Ah oui, c'est extraordinaire. Le sourire des compagnons, à chaque fois qu'on est là à l'atelier, c'est des conditions difficiles de travail. Vous nous avez imposé un délai qui était le bon délai, on s'en rend compte aujourd'hui, pour reconstruire cette cathédrale. On n'a pas sacrifié la qualité. Et malgré les délais, malgré la pression, on a fait un travail, je pense, de très très haute qualité. Et les charpentiers, pour tous ceux que j'ai pu voir, à chaque fois qu'on les a vus, ils avaient le sourire. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il y avait, je pense, la certitude de faire les choses bien. Combien de compagnons avez-vous formés ? Ici, alors sur notre propre métier, vous pouvez compter une 30aine de personnes. Voilà, sur un effectif global qui a pu intervenir sur ces charpentes de peut-être 50, 60. Enfin, des formations régulières et qui vont construire le métier en disant j'ai appris sur Notre absolument magnifique qu'on découvre en direct sur BFM TV ce matin, cette forêt qui a demandé un travail absolument colossal. Jérémy, on le disait il y a un instant, ce qui avait été peut-être le plus endommagé, c'est la plaie, c'est le trou qui restait et qui nous avait tous marqués. Là, on a sécurisé au maximum cette nouvelle charpente.
Absolument, parce qu'il y a ce qu'on voit, ces poutres magnifiques de chêne pour certains centenaires, et il y a tout ce qu'on a prévu pour protéger la cathédrale du risque d'incendie à venir. C'est-à-dire que sur ces poutres ont été installés des brumisateurs qui disperseraient de fines gouttelettes d'eau automatiquement si un incendie venait à se déclarer dans cette forêt, puisque c'est comme ça qu'on appelle la charpente de Notre-Dame. Il y a également des caméras thermiques qui permettraient évidemment d'alerter, des systèmes d'alerte de détection de fumée. Et puis, on a aussi permis à la cathédrale d'être approvisionnée en eau jusqu'en haut, avec davantage d'eau qu'auparavant, pour faire face à ces nouveaux risques. Et donc, tous ces éléments conjugués, mis en musique, eh bien, permettront évidemment aux ingénieurs, aux architectes et à toutes les personnes qui travaillent au quotidien et qui veillent au quotidien sur Notre-Dame de la protéger de ce risque d'incendie. Cette charpente, l'histoire Jean-Marie Guénois, elle nous était rappelée là, elle est quand même fantastique. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ces relevés faits par des étudiants en 2014, on n'aurait peut-être pas réussi à la refaire tout à fait à l'identique. Là, c'est le coup de chance pour certains ou la providence pour d'autres. Je crois que la personne qui l'a fait a parlé de providence. Effectivement, qui pouvait penser que ce modeste étudiant en architecture il y a 10 ans, avec ses feuillets A3 comme il vient de le décrire, ses relevés manuels, pour rien, pour un examen, aurait servi aujourd'hui à cette renaissance, ce relèvement, cette restauration de la forêt. C'est pas la forêt tropicale, c'est la forêt cathédrale qui est absolument magnifique. Et voilà, sur cette histoire du relèvement de Notre-Dame, c'est une succession aussi de petites et très belles histoires de ce genre. Mais une chose qui me frappe en voyant ces images, on en parle à l'instant, c'était la question de l'odeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la voir évidemment en télévision, mais ça doit être fantastique de sentir ce bois neuf, ce bois de chêne qui est très particulier et qui est aussi une façon d'être de cette nature, de ce bois. C'est quelque chose. Philippe Laval, vous y êtes allé une fois terminé. Oui. Cette odeur, vous l'avez en nez. Oui, je préfère parler de parfum. Parce que... Mais vous êtes plus poète que moi. Que voulez-vous que je vous dise? Vous êtes un poète. Non, ça fait partie effectivement de l'ambiance, mais je pense que tous les sens sont en réalité sollicités dans la cathédrale, tour à tour. La vue, l'ouïe, on verra l'orgue tout à l'heure, donc l'odorat, le toucher des matières. Voilà, c'est un geste complet. On est là en train de se diriger, je parle sous votre contrôle, vers la flèche. Oui, exactement, on est au pied de la flèche en fait. Je pense que voilà, vous êtes pile au-dessus de la croisée des transepts. Donc vous avez les transepts nord et sud et la charpente de la nef et du chœur qui se rejoignent pile à cet endroit-là. Et donc voilà, ce qu'on appelle le poinçon, juste à côté du président de la République. Bernadette Sauvaget, cette forêt, c'était, on le disait, peut-être le symbole le plus marquant pour beaucoup de Français de cette cathédrale brûlée. C'est vrai que c'est très émouvant là, de la revoir totalement neuve, totalement refaite. Ah oui, moi je trouve que cet entrelac de poutres, de tout ça, enfin la lumière, c'est très très émouvant. Alors là, en plus, on va partir sur la flèche qui a été, c'est pareil, Philippe Bélaval me confortera ou pas, mais c'était le moment le plus compliqué, le plus technique de la reconstruction, en l'occurrence, puisque tout ça avait disparu. Donc refaire la flèche, il fallait accorder et harmoniser un certain nombre de choses très 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 compliquées, le montage de l'échafaudage, le refermer la voûte, faire travailler les charpentiers et les couvreurs alternativement. Enfin, Philippe Villeneuve l'a tout de suite expliqué, que c'était le moment la chose la plus compliquée, la plus difficile, la plus technique. Ça avait déjà été le moment le plus difficile pour Viollet-le-Duc lui-même, parce que cette flèche est beaucoup plus haute et beaucoup plus lourde que la flèche médiévale qui avait disparu au moment de la Révolution, et le fait d'avoir réussi à la caler était déjà un exploit. Allez, on va retourner sur place et on continue à décrypter cette visite. Cet ouvrage, je vous l'offre. Oh, ça me touche beaucoup. Et ça, c'est comme ça qu'on a... Alors, il sert à marquer les rencontres des pièces de charpente.
pour justement effectuer le tracé des assemblages. Il est aussi symbole de la verticalité, comme la verticalité de la flèche. Il y a beaucoup de symbolique dans cet objet. La flèche, il y a un an, on terminait la charpente, on posait la croix, quasiment il y a un an, jour pour jour. C'est dire le défi qui s'avançait devant nous encore. En un an, il fallait la parer de plomb, de ses ornements, déposer l'emmaillotage d'échafaudage qui la couvrait, puis laisser la main à nos collègues tailleurs de pierre pour reconstruire la voûte que vous avez vu précédemment, les décors, puis démonter les échafaudages, enfin bref. Si on est là aujourd'hui, à l'aube de la réouverture, c'est qu'il y a des centaines d'artisans, chacun dans leur corps de métier, avec leur passion, avec leur énergie, qui auront réalisé un exploit. Mais cet exploit seul, il n'aurait pu suffire à rouvrir la cathédrale dans les temps s'il n'y avait pas eu des chefs d'orchestre, des gens qui travaillent dans l'ombre, des dessinateurs, des logisticiens, des ingénieurs, la maîtrise d'œuvre, bien évidemment, pour orchestrer tout ça avec Philippe Villeneuve à la tête, et l'établissement public. L'établissement public créé également de personnes qui ne se connaissaient pour très peu avant l'incendie et qui ont su, derrière le général, puis derrière Philippe Jost, mener avec une dynamique certaine ce chantier. Mais encore une fois, l'exploit, il ne peut exister que s'il y a un challenge qui est donné. Et le challenge, c'est vous qui l'avez donné. Et on s'est tous battus pour redorer l'image de la France, la fierté et la passion des savoir-faire de la restauration du patrimoine. Et vous avez été au rendez-vous à la hauteur. C'est moi qui vous suis infiniment reconnaissant. Parce que je sais que vous avez mis du cœur, du temps, de l'énergie. Et je l'ai vu, je l'ai mesuré à chaque visite. Et c'est une fierté immense pour nous tous de voir ça. C'est combien de collaborateurs, de compagnons qui... C'est alors sur l'ensemble des métiers, c'est énormément, mais quelques chiffres, c'est 20 000 heures d'études de conception de cette charpente, c'est 100 000 heures de taille dans les ateliers, parce qu'on a tous travaillé dans un atelier commun dans nos ateliers en Lorraine, à Briey, et c'est 40 000 heures de pause pour la charpente. Voilà, et derrière, c'est vrai qu'il y a le sacrifice, l'énergie des compagnons, mais il y a également toute leur famille autour, parce que nos métiers de passion, on ne les fait pas si on n'est pas soutenu. Oui, puis vous partez longtemps, voilà, qui ont passé ça. des Donc semaines ça demande des sacrifices, il faut être soutenu. Et forcément, on pense également aux compagnes et aux compagnons de l'ensemble des intervenants. C'est extraordinaire. On est vraiment dans le lieu névralgique de la maîtrise de ce chantier, de ce calendrier, avec cette colonne vertébrale, la flèche au-dessus de nos têtes, qui culmine à 96 mètres, la voûte de la croisée avec l'oculus et la Vierge sur son décor peint, qui est juste sous cette poutre. Et l'autel qu'on a vu tout à l'heure en bronze, qui est à la croisée du transept. C'est un système de force et de matière, quoi. C'est incroyable. Et une planification millimétrée, et qui a été tenue avec même quelques semaines d'avance. Et on a su, au printemps dernier, que là, vraiment, on était bon. Que là, ça allait. Ouais. Et donc, on a eu des entreprises extraordinaires de tous côtés, dans toutes les composantes du chantier, mais notamment dans ce point clé. Hein. Vraiment, on a tenu bon. Et la fatigue, la lassitude, qui ont été sensibles parfois, ont toujours été vaincues par l'engagement. Point central, hein. On est au départ de la flèche, mais dans l'alignement que vient de nous décrire Philippe Jost, qui est effectivement le moment où on se dit, tout ce qu'on a fait depuis des mois et le bon, on est dans le bon alignement. C'est ça qui est quand même assez fascinant. Ça vous faisait réagir? Oui, non, je voulais juste rendre hommage à quelqu'un qui compte beaucoup dans ce chantier. C'est ce que j'appelle, moi, le maître échafaudeur de Notre-Dame, Didier Cuiset, qui a pensé, élaboré tous ces échafaudages qui sont techniquement très compliqués, très difficiles. Et en plus, tout le monde le dit, y compris la conservatrice de Notre-Dame, Marie-Hélène Didier, il fait des beaux échafaudages. Voilà. Et il dit, voilà, il faut qu'il soit utile, mais il faut qu'il soit beau. On a vécu 5 ans avec, alors. Et puis solide. Comment? Non, je dis, on a vécu 5 ans avec, donc on les a admirés. Non, mais vraiment, c'est le Figaro qui l'a qualifié d'artiste éphémère. Et vraiment, ceux qui ont vu les échafaudages, ceux qui peuvent les voir de l'extérieur,
voient ces très beaux échafaudages. C'est-à-dire à la fois une technicité absolument extraordinaire et vraiment de la beauté. C'est vrai, c'est une prouesse en soi. Pardonnez-moi. Ce qui me frappe, c'est que effectivement, il y a l'échafaudage qui est maintenant l'échafaudage de bois, définitif, mais c'est à la fois, on a vu les doloirs, ces haches, ces poutres qui ont quand même un diamètre important, et puis ce travail d'orfèvre, quasiment d'horlogerie, pour le réglage au millimètre de cet édifice. Et il y a les deux. On a quelque chose de massif et quelque chose d'une extrême finesse. Et là, on est à l'endroit, effectivement, de ce miracle entre les deux. Entre une énorme colonne vertébrale et puis un peu comme, je dirais pas, pour prendre un exemple religieux, c'est un peu mon domaine, mais c'est un peu l'âme, la spiritualité, quelque chose de très fin, imperceptible, et qui fait que tout ça tient ensemble. Non, c'est vrai, juste pour dire un mot également sur l'échafaudage, c'était une prouesse en soi. Moi, j'ai pu monter au sommet de cet échafaudage qui culminait donc à 96 mètres au-dessus de la capitale. En fait, cet échafaudage qui permettait aux compagnons d'ériger la flèche puis de la couvrir de plomb ne devait pas s'appuyer sur cette flèche. Donc, il montait et à mesure qu'il montait, il entourait la flèche. C'est un corset de métal autour de la flèche sans jamais qu'il ne fasse peser son poids sur la flèche. Donc, c'était déjà effectivement une prouesse technique. Et évidemment, de tout là-haut, on avait cette vue incroyable sur tout Paris. Et donc là, voilà, ils sont juste en dessous. Et puis, on voit là ces entrelacs de bois. Il faut dire quelque chose. Ces entrelacs de bois ne comportent quasiment pas de métal. C'est un travail, en fait, d'assemblage